L'écolier invisible. Je suis assis au dernier banc. Aucun élève ne me voit, mais pour être tout à fait franc, je me trouve un peu à l'étroit. Je viens d'une triste planète d'où je contemplais votre école. J'y fis une entrée fort discrète en me guidant sur ma boussole. Je suis un homme de métal. J'ai 4 doigts à chaque main et mon nez bleu, monumental, n'a, je vous jure, rien d'humain. Ma carcasse, par des écrous et des boulons, est assemblée, mais je bouge aussi bien que vous et ma tête est articulée. De mes oreilles, par moments, sortent des flammes toutes vertes. Rouges et jaunes sont mes dents entre mes lèvres entr'ouvertes. Je suis attentif aux leçons et je soigne mes exercices. Aucun de vous n'a de soupçon lorsque je ris de vos malices. Je me cache au fond de la classe, car mon aspect vous ferait peur. Mais quelquefois, à voix très basse, je fais office de souffleur. Loutra la loutre. Ce matin-là, Loutra, la petite loutre, s'éveilla de très bonne heure. Ce jour était très important pour elle. Elle allait prendre son premier bain. Depuis longtemps déjà, Loutra attendait avec impatience de pouvoir suivre sa mère lorsque celle-ci plongeait dans la rivière. Depuis sa naissance, près de 3 mois plus tôt, Loutra vivait dans son terrier, bâti entre les racines d'un arbre accroché à la rive pentue du fleuve. Au début, nouveau-née minuscule et encore aveugle, elle restait pelotonnée dans son nid, fait de brindilles et de roseaux. Mais dès qu'elle avait pu marcher, elle avait voulu explorer le monde. Elle découvrit ainsi qu'il y avait plus d'une issue au terrier. Loutra ne pouvait encore suivre sa mère par celle qui donnait sur l'eau, mais pouvait sortir par un trou creusé dans l'arbre. De là, elle montait à toute vitesse jusqu'aux branches ou descendait sur le sol. Elle y trouvait des cailloux, des plumes et des os pour jouer. Une fois, elle avait délogé une écrevisse, coincée entre 2 pierres sur le bord de la rivière. Elle s'était d'abord amusée avec elle, puis elle s'était acharnée à écraser sa carapace entre ses dents pointues, comme elle avait vu le faire par sa mère. Mais ses mâchoires n'étaient pas encore assez puissantes, et vexée, elle l'avait abandonnée. Mais aujourd'hui, aucune proie n'intéressait Loutra. Elle voulait plonger dans l'eau et attendait avec anxiété que sa mère revienne de son expédition de pêche matinale. De plus en plus excitée, elle se tenait debout sur ses pattes de derrière, tout en jetant des coups d'œil par le trou de l'arbre. Tout d'abord, elle ne vit rien de bien intéressant. Mais soudain, un éclair orange et bleu fila devant ses yeux. C'était un martin pêcheur qui passait, un poisson frétillant dans son bec. L'instant d'après, maman loutre remonta à la surface, jeta un regard circulaire, aspira une bouffée d'air, puis replongea profondément dans la rivière. Seules, quelques bulles d'air indiquaient l'endroit où elle avait disparu. Loutra alors se sentit incapable d'attendre une seconde de plus. Couinant de plaisir, elle sortit de l'arbre et courut sur la rive, pataugeant dans les eaux peu profondes et retournant les pierres à coups de patte. Brusquement, une idée lui vint. Elle allait nager à la rencontre de sa mère. Elle ne savait pas encore progresser sous l'eau, mais elle était sûre de pouvoir se débrouiller en surface. Loutra avança jusqu'à perdre pied. Puis, ses 4 pattes faisant gicler l'eau en tous sens, elle commença à nager. C'était plus difficile qu'elle ne le pensait. Il lui semblait qu'elle devait lutter contre une force qui l'écartait de sa mère et l'éloignait de son logis. Bientôt, malgré tous ses efforts, elle se sentit faiblir. Que lui arrivait-il? Parviendrait-elle à retrouver la sécurité de son terrier? Et où était sa maman? Loutra sentit qu'elle coulait et poussa un cri de terreur. Fort heureusement, sa mère émergea juste à côté d'elle. « Ne bouge pas et tout ira bien », déclara-t-elle fermement. Puis elle prit sa fille par la peau du cou et nagea avec elle vers la rive. « Tu t'es montrée désobéissante et tu en as été punie, lui dit-elle. À présent, oublie tout cela et fais ce que font toutes les loutres après leur bain. Roule-toi dans l'herbe pour te sécher. » Loutra obéit en songeant au moment où elle nagerait suffisamment bien pour accompagner sa maman dans toutes ses expéditions. Quand la petite loutre fut bien sèche, sa mère lui déclara « Je vais aller pêcher un poisson.
Mais je veux d'abord être sûre que tu ne feras pas d'autres bêtises. Retourne à la maison et reste-y sagement jusqu'à mon retour. » Trop fatiguée pour discuter, Loutra s'en revint un petit pas jusqu'au terrier et ferma les yeux avec satisfaction. Elle dormait depuis un bon moment quand elle fut réveillée par un grognement. Jamais elle n'avait entendu un son pareil. Elle s'assit pour regarder par le trou de l'arbre, mais elle ne vit qu'un couple de cygnes qui nageaient paresseusement au bord de l'eau. « Les cygnes ne poussent pas de tels cris, se dit-elle. » Et elle se glissa vers les broussailles de la rive pour mieux voir. Là, elle entendit de nouveau l'étrange grognement tout près d'elle. Levant la tête, elle découvrit horrifiée une face noire et brillante avec 2 yeux, un nez, une bouche. Et de chaque côté, 2 drôles de rabats. C'était celle d'un chien. Ce dernier poussa le nez en avant et grogna encore. Loutra voulut reculer, mais elle se prit alors les pattes dans la végétation. Soudain, un couinement furieux se fit entendre. Inquiet, le chien se retourna et découvrit devant lui la courageuse maman loutre. Celle-ci était beaucoup plus petite que son adversaire, mais la colère la rendait dangereuse. Son pelage était tout hérissé. Dressée sur les pattes postérieures, elle montra les dents et se jeta sur le chien. Ce dernier hurla de surprise et de douleur quand les dents de la loutre se plantèrent dans son poitrail. Alors, un homme apparut. Il portait une vieille veste brune et était coiffé d'une casquette. C'était le maître du chien, et tous deux partaient chasser. L'homme siffla son compagnon et le chien courut le rejoindre. La maman loutre, consciente qu'elle avait eu de la chance, respira de soulagement. Craignant que le chien ne revienne et qu'il ne soit peut-être pas aussi facile à effrayer la prochaine fois, elle décida « Impossible de rester ici, Loutra. Nous devons partir à la recherche d'un autre terrier. Je t'avais pourtant bien dit de rester sagement à l'abri. » Honteuse et pleine de remords, Loutra baissa la tête sans répondre. Comme le soleil se couchait, la petite loutre et sa mère partirent en quête d'un nouveau logis. « Maintenant, ma petite, tu vas devoir nager, nous partons en voyage, » dit la maman loutre à la désobéissante. Et toutes deux plongèrent dans l'eau. Mais tandis que sa fille la suivait, la mère ajouta d'un ton plus sévère « Désormais, essaie de faire un peu moins de sottises. Sinon, nous allons devoir déménager trop souvent. » La dame verte du lac. Il y a très longtemps, près du village d'Aberdovey, au pays de Galles, en Grande-Bretagne, s'étendait un grand lac profond et mystérieux. L'église d'Aberdovey était célèbre pour son mélodieux carillon, et la dame verte qui habitait au fond du lac aimait beaucoup l'entendre égrener ses notes cristallines. Aussi, chaque soir, quand les cloches sonnaient, la fée, car c'était une fée, sortait du lac, s'assurait qu'il n'y avait personne et appelait ses vaches blanches qui se pressaient autour d'elle. À ce troupeau appartenait une petite vache appelée Neige, qui était toujours à la traîne. Elle s'attardait dans l'eau ou s'écartait de ses compagnes. Une fois, elle était même allée jusqu'à la clôture de la grande ferme que l'on apercevait du lac. La dame verte l'avait sermonnée. « Tu sais que nous devons retourner dans le lac avant que les cloches aient fini de carillonner, » lui avait-elle dit. Un soir, tandis que la dame verte était occupée à tresser des joncs, Neige s'éloigna une nouvelle fois. Elle suivit un chemin sinueux en sautant délicatement au-dessus des cailloux et se retrouva curieuse devant la barrière de la ferme. Regardant à travers les planches, elle vit des choses si intéressantes qu'elle ne perçut pas les appels de sa maîtresse. Mais elle entendit la voix de Nancy, la fille de la laiterie. « Quelle jolie petite vache blanche, d'où viens-tu » disait-elle à Neige. Au même moment, Ewald, le jeune vacher, regagnait la ferme avec son beau troupeau de vaches brunes. Il admira la nouvelle venue. « Elle est vraiment belle » dit-il tout en caressant le soyeux pelage de Neige. La dame verte sentit alors sa petite vache en danger. Bien vite, elle souffla dans son clairon pour l'avertir de rentrer immédiatement. En l'entendant, Nancy et le vacher regardèrent tous deux vers le lac
Mais ils ne virent pas la fée, cachée au milieu des joncs. Alors, ils examinèrent la gentille vache blanche, espérant trouver un nom gravé sur son collier. Mais elle n'en avait pas. Les jeunes gens décidèrent de l'abriter dans l'étable pour la nuit. Ils l'y firent entrer avec les autres vaches, puis Evald ferma soigneusement le verrou en fer du portail. Alors la Dame Verte sut que Neige était perdue. Car les créatures qui appartiennent au monde des fées ne peuvent passer là où il y a du fer. Tristement, elle rentra au fond du lac avec son troupeau, tandis que le son du carillon s'éteignait dans le lointain. Le soir, le fermier, qui était fort avare, se plaignit amèrement d'avoir une vache de plus à nourrir. Il ne voulait pas la garder. Mais le lendemain matin, quand il s'aperçut que Neige donnait beaucoup plus de lait que les autres vaches, il changea d'avis. « Quel bon lait bien crémeux! Je vais en faire du beurre et du fromage, dit-il. »« Grâce à elle, vous allez devenir très riche, déclara fièrement Evald. Bientôt, le fermier fut bien content d'avoir gardé Neige. Sur les marchés, les gens se ruaient pour acheter le bon beurre et les délicieux fromages qu'il fabriquait avec son lait. Et les années passèrent. Le fermier continua à s'enrichir en vendant à prix d'or les petits veaux auxquels Neige avait donné le jour. Au début, la petite vache fut très contente, même si elle se sentait étrangement nerveuse chaque soir quand elle entendait sonner le carillon de l'église d'Aberdové. Mais lorsqu'elle s'aperçut que ces charmants petits veaux tout blancs disparaissaient les uns après les autres, elle devint de plus en plus triste et elle donna de moins en moins de lait. Nancy et Evald l'aimaient tendrement. Aussi furent-ils consternés le jour où le fermier décida d'abattre sa petite vache blanche. « Elle ne donne plus du tout de lait, » grommela-t-il. « Il est temps de la tuer. » Nancy et Evald proposèrent de payer eux-mêmes la nourriture de Neige. Ils supplièrent longuement le fermier, mais celui-ci était trop avare pour se laisser attendrir. Ce soir-là, comme chaque soir, les cloches d'Aberdové se mirent à sonner. Au même moment, le fermier emmena Neige dans un hangar pour la tuer. Evald, lui, ne voulait pas voir mourir sa chère petite vache blanche. Ouvrant le portail, il courut au bord du lac et se jeta dans l'herbe en pleurant à chaudes larmes. Quelques instants plus tard, Nancy vint le rejoindre. « Oh, Evald !» murmura-t-elle soudain. « Regarde le lac !» Le jeune vacher leva la tête et resta bouche bée. Debout parmi les joncs, la Dame Verte regardait fixement la ferme. Et, à l'instant précis où le fermier levait sa hache pour trancher le cou de Neige, elle souffla dans son clairon d'argent. La hache resta suspendue en l'air et la corde qui maintenait la petite vache se dénoua. Tandis que le fermier demeurait figé sur place, absolument incapable de faire un mouvement, la petite Neige s'en alla tranquillement. Elle sortit par le portail grand ouvert et prit le chemin qui menait au lac, cependant que la belle Dame Verte l'appelait doucement. Puis, Evald et Nancy, tout étonnés, virent accourir de tous côtés ces petits veaux blancs au grand complet qui se rassemblèrent autour du lac et formèrent une ronde. La Dame Verte serra sa chère vache blanche contre son cœur et elle s'arrêta devant chaque veau pour le caresser. Puis, elle s'approcha des jeunes gens stupéfaits et s'adressa à eux en souriant d'un air un peu malicieux. « Je désire vous remercier pour votre gentillesse, mais d'abord, il faut que je transforme ce veau, car il ne fera plus partie du monde des fées. Désormais, il vous appartiendra, comme témoignage de ma reconnaissance. » Alors, la Dame Verte posa la main sur la tête de l'animal le plus robuste et le joli veau blanc devint noir de la tête aux pattes. Puis, la belle dame retourna dans le lac et toutes les vaches blanches et tous les veaux blancs la suivirent. Quand les cloches d'Aberdové cessèrent de sonner, tous avaient disparu. Nancy et Evald se demandaient s'ils n'avaient pas rêvé, mais non. Les joyeux beuglements du petit veau noir étaient bien réels. Les jeunes gens étaient un peu tristes d'avoir perdu leur si gentille Neige, mais tout heureux de la savoir saine et sauve
au pays des fées. Leur nouvel ami serait pour tous deux une consolation, en même temps qu'une assurance de ne plus jamais être pauvres. Et ce veau offert par la Dame verte du lac devint l'ancêtre des célèbres vaches noires du pays de Galles. Pic et Plouf. Un beau matin d'été, dans un calme lagon, Pic, la petite étoile de mer, sauta de son lit. Elle secoua sa robe pour en déloger quelques crevettes endormies et appela son petit frère. « Plouf, dépêche-toi, as-tu oublié ?» Plouf se frotta les yeux avec ses bras roses. « Oublié quoi ?» demanda-t-il. « La foire, voyons. C'est aujourd'hui que les forains doivent venir s'installer sur le récif de corail. » Plouf repoussa ses couvertures et sauta de son lit en forme de coquillage. À cet instant, leur mère entra dans la chambre. « Quel désordre! Vous allez me ranger ça tout de suite. »« Mais maman, il n'y a pas de mais. J'exige que vous mettiez de l'ordre. » Pic et Plouf se dépêchèrent d'obéir. « Bravo !» déclara ensuite leur maman quand elle revint dans la chambre. « À présent, vous pouvez aller à la foire. »« Hâtons-nous, dit Pic. Le dernier poisson volant pour la foire part dans 5 minutes. » La maman leur remit un peu d'argent de poche. « Merci, maman !» crièrent Pic et Plouf en partant. Hélas, lorsque Pic et Plouf arrivèrent à l'endroit du départ, le poisson volant venait de décoller. Pic courut vers la méduse qui distribuait les tickets. « À quelle heure est le prochain départ ?» s'informa-t-elle. « Je regrette, » répondit la méduse. « Vous avez manqué le dernier. » Plouf s'assit sur une pierre et se mit à pleurer. « Oh, Pic !» sanglotait-il, tandis que sa sœur essayait vainement de le consoler. « Nous ne pourrons pas nous rendre à la foire. » Peu après, une tortue de mer s'approcha d'eux et les apostropha amicalement. « Cessez de nous inonder, l'océan va déborder !» En l'entendant, Plouf sécha ses larmes et sourit. « Parlez-vous toujours en vers ?» demanda-t-il à la tortue. Cette dernière acquiesça tout en interrogeant. « Et maintenant, racontez-moi la raison de tous ces émoi. »« Nous avons raté le dernier poisson volant pour la foire, » expliqua Pic, « et nous désirions tellement y aller. » La tortue de mer décida de les aider et leur ordonna avec gentillesse « Montez tous deux sur mon dos, vous serez bien plus dispos. » Pic et Plouf s'installèrent vite sur la large carapace de l'aimable animal et tous trois se mirent joyeusement en route jusqu'au champ de foire. « C'est bien plus amusant que d'emprunter le poisson volant !» s'écria Plouf ravi. « Oh, regardez !» s'exclama Pic un peu plus tard. « Nous sommes arrivés !» La tortue s'arrêta pile devant l'entrée. Pic et Plouf la remercièrent tous deux chaleureusement et se précipitèrent vers les attractions. Ils allèrent voir les deux crabes boxeurs, visitèrent le palais magique du requin-taquin et se hasardèrent sur la grande roue de corail. Puis, ils applaudirent à plein bras les marionnettes de l'anguille qui babillent et firent plusieurs tours sur le manège du poulpe Polypus. Ils participèrent également à une course à dos d'hippocampe. Bref, ils s'amusèrent comme des fous. Ce fut vraiment un merveilleux après-midi. Avec l'argent qu'il leur restait, Plouf prit un billet pour le tir aux oursins. Dès le premier coup, il toucha une cible qui dégringola de son socle. Tout le monde applaudit et Plouf gagna un superbe poisson doré. Mais bientôt, il fut temps de rentrer à la maison. Surprise! À la sortie, Pic et Plouf trouvèrent la tortue de mer qui les attendait patiemment. Elle leur proposa gentiment « Il ne vous reste plus de sous, je vais vous ramener chez vous. » Et ils prirent tous les trois le chemin du retour. La fête était finie. Pic et Plouf dirent au revoir à la gentille tortue. Une fois rentrés chez eux, épuisés et heureux, ils racontèrent à leur mère tout ce qu'ils avaient fait et lui offrirent le beau poisson doré. Un orchestre original. 10 criquets, joyeux compagnons, dissimulés dans la verdure, chaque nuit font de la musique, tels des artistes authentiques, et leur chef marque la mesure, perché sur un grand champignon. Ils interprètent du classique, concerto, fugue, menuet.
Le public vient les admirer, et de loin on entend vibrer les trompettes et les archets de cet orchestre sympathique. Mais dès que les fées paraissent, les musiciens s'enhardissant abandonnent les symphonies pour faire danser leurs amis, et jouent le plus étourdissant de tous les ballets qu'ils connaissent. Jacques et les haricots magiques. Il était une fois une pauvre veuve qui vivait avec son fils unique, appelé Jacques. Il ne possédait pas grand-chose, sinon une vache qui donnait fort heureusement beaucoup de lait. Jacques et sa mère en faisaient des fromages qu'ils allaient vendre au marché voisin. Hélas, un jour, leur vache cessa de donner du lait car elle était devenue trop vieille. Et bientôt, il ne leur resta plus du tout d'argent. Alors la pauvre femme dit à son fils « Il nous faut vendre notre vache. Va au marché et tâche d'en obtenir un bon prix. » Jacques obéit, mais il traînait les pieds, car il aimait bien sa vache. À peine n'avait-il fait la moitié du chemin qu'il rencontra un drôle de petit homme qui lui proposa aussitôt de lui acheter sa vache. « Si tu me la vends, affirma le petit homme, tu seras riche toute ta vie. » Et il remit à Jacques une bourse en cuir fermée par un cordon. Satisfait, Jacques s'empressa de l'ouvrir. Mais il ne trouva que 5 haricots. « Ce sont des haricots magiques, » le rassura le petit homme. « Si tu les plantes, ils pousseront jusqu'au ciel. » Avant que Jacques ait eu le temps de répliquer, le petit homme disparut et la vache avec lui. Jacques se hâta de retourner chez lui. « Tu rentres déjà ?» demanda sa mère. « As-tu vendu notre vache à un bon prix ?»« Oui, je crois que j'ai eu de la chance, » répondit Jacques. « Regarde !» En voyant le contenu de la bourse, la femme se fâcha tout rouge. « Des haricots ? Tu as osé vendre notre bonne vache contre 5 haricots ?» Jacques tenta de lui expliquer qu'il s'agissait de haricots magiques, mais elle ne voulut rien entendre. Elle jeta les haricots par la fenêtre et envoya son fils au lit sans dîner. Le lendemain matin, quand Jacques se réveilla, il avait grand faim. Mais plus grande encore était son impatience. Il se précipita dans le jardin, curieux de voir si les haricots avaient poussé. Là, stupéfait, il s'arrêta. Non seulement les 5 haricots avaient germé, mais ils s'étaient transformés en une immense et robuste plante qui grimpait dru jusqu'au ciel. Jacques se mit à en escalader la tige. Il fit un signe d'adieu à sa mère qui regardait ébahie, puis il continua à monter et à monter encore. Après avoir traversé les nuages, il se retrouva sur une route qui le mena devant un gigantesque château. Comme Jacques avait très faim, il osa frapper à la porte en espérant que les habitants de ce lieu lui offriraient quelque chose de bon à manger. Une femme vint ouvrir. C'était une géante qui se pencha pour mieux le regarder. « Pouvez-vous me donner un peu à manger, s'il vous plaît ?» demanda Jacques poliment en levant le nez. « Va-t'en !» répondit la géante tout effrayée. « Mon mari va rentrer et s'il te voit, c'est lui qui te mangera. » Jacques réussit cependant à l'apitoyer. Alors, la géante le fit entrer et lui servit du pain et du fromage. À peine avait-il avalé la dernière bouchée qu'il entendit des pas dans le couloir. « Voilà mon mari !» s'écria la femme. « Vite, cache-toi dans le four !» Sitôt entré dans la cuisine, le géant se mit à hurler. « Je sens de la chair fraîche ici !»« Mais non, mon cher, » répliqua très calmement sa femme. « Tu te trompes. Allons, assieds-toi plutôt. Ton repas est prêt. » Quand le géant eut fini de manger, il appela sa femme. « Femme, apporte-moi mes sacs d'or !» La femme obéit, et le géant sortit des sacs des tas de pièces d'or qu'il se mit à aligner. Le garçon n'en croyait pas ses yeux. Il y avait là une véritable fortune. Quand le géant eut fini de compter son or, il s'endormit comme une masse.
Alors, Jacques se précipita vers la table, jeta un des sacs d'or sur son épaule et sortit du château à toute vitesse. Il courut jusqu'au haricot géant et, sans se retourner, il se hâta de redescendre le long de la tige. Durant des mois, Jacques et sa mère vécurent heureux, mais ils finirent par épuiser leur trésor. Alors Jacques décida de retourner chez les géants. Il grimpa le long de la tige du haricot, traversa les nuages, suivit la route et alla frapper à la porte du château. La femme du géant vint lui ouvrir. « Ah, c'est toi !» s'écria-t-elle. « Tu sais, la dernière fois que tu es venu, mon mari a perdu un sac d'or. »« Vraiment ?» s'exclama le garçon. « Quel malheur! Je vais vous aider à le retrouver. Je suis si petit que je puis me faufiler dans tous les coins et tous les recoins. » La femme du géant le fit entrer et lui donna même du pain avec du fromage. Jacques fit semblant de chercher le sac d'or jusqu'à ce qu'il entende des bruits de pas dans le couloir. Il eut tout juste le temps de se cacher dans le four. Le géant entra dans la cuisine en criant « Je sens de la chair fraîche ici !»« Mais non, » répliqua sa femme, « il n'y a personne. Assieds-toi. Ton repas est prêt. » Quand le géant eut fini de manger, il appela sa femme. « Femme, apporte-moi ma poule. » La femme obéit et posa sur la table une petite poule blanche. « Petite poule blanche, » dit le géant, « ponds un œuf sur cette table. » Aussitôt, la poule pondit un œuf, mais pas n'importe lequel, un œuf tout en or massif. Puis, le géant s'endormit comme une souche en serrant l'œuf dans sa main. Alors, Jacques bondit hors du four. Il saisit la poule par le cou et s'enfuit à toutes jambes jusque chez lui. La mère de Jacques fut très heureuse en le voyant revenir avec un tel trésor. Grâce à cette poule, il ne serait plus jamais pauvre. De fait, Jacques et sa mère vécurent plusieurs mois très heureux. Mais, un beau jour, le garçon éprouva l'envie d'escalader encore une fois le haricot magique. Pourtant, il n'osa pas frapper à la porte du château. Il y pénétra en catimini pendant que la femme du géant pendait son linge. Et, au lieu de se cacher dans le four, il alla se blottir au fond de la lessiveuse. Bientôt, il entendit des pas dans le couloir et la porte de la cuisine s'ouvrit brusquement. Le géant entra et se mit à rugir. « Je sens de la chair fraîche ici. »« Comment ?» s'écria sa femme. « Tu sens l'odeur de ce galopin qui nous a volé un sac d'or et notre poule blanche? Je te parie qu'il est caché dans le four. » Aussitôt, le géant se rua vers celui-ci, mais bien entendu, il ne put découvrir personne à l'intérieur. « Tu as dû rêver, lui dit sa femme. Je vais t'apporter ta harpe enchantée pour te faire oublier tes lubies. » Elle posa sur la table une petite harpe et, miracle, celle-ci se mit à jouer toute seule une musique douce et très mélodieuse. Le géant poussa un long soupir, bientôt imité par sa femme, et tous deux s'endormirent paisiblement. Preste comme l'éclair, Jacques jaillit de sa cachette et s'empara de la harpe. Mais, au moment où il allait franchir la porte, l'instrument gémit « Maître, maître, au secours !» Le géant, réveillé en sursaut, saisit sa hache et courut derrière Jacques. Celui-ci avait bien un peu d'avance, mais son poursuivant était plus rapide que lui et n'allait pas tarder à le rattraper. Malgré tout, Jacques parvint au haricot quelques secondes avant lui. Vite, il se laissa glisser jusqu'en bas, suivi par le géant qui agitait sa hache. À l'instant où il toucha le sol, il saisit lui-même une petite hache qui se trouvait dans le jardin au pied de la plante et il frappa la tige du haricot aussi fort qu'il le put. La gigantesque torsade commença par s'écrouler sur le toit de la maison de Jacques. Puis, elle s'étala sur le sol dans un fouillis indescriptible. Le géant, quant à lui,
tomba comme une pierre et il toucha terre si brutalement qu'il se rompit le cou, aussitôt enseveli sous les innombrables volutes de la tige. Jacques, alors, montra la harpe à sa mère et demanda à l'instrument de bien vouloir jouer quelques airs de musique. « Oui, maître, » répondit la harpe, en obéissant bien docilement à son jeune et nouveau propriétaire. Ainsi, Jacques et sa mère vécurent longtemps et très heureux ensemble. Ils étaient pour toujours à l'abri du besoin, car la petite poule blanche, fidèlement, leur pondait chaque jour un bel œuf d'or. Et chaque soir, avant d'aller se coucher, ils écoutaient charmés la merveilleuse musique que leur jouait toute seule l'étrange harpe enchantée du géant. Le mystérieux petit homme avait tenu parole. Les 5 haricots magiques avaient fait de Jacques un homme riche pour son existence entière. Et la vache de la pauvre veuve n'eût, certes, pu être mieux vendue. Georges et le dragon. En ce temps-là, une ville paisible s'étendait au bord d'un lac. Et chacun y vivait heureux, sans penser que cela pût changer un jour. Pourtant, un matin, toute la cité fut en émoi. Un monstre était sorti du lac. Il s'agissait d'un dragon, le plus terrible de tous, avec un corps couvert d'écailles vertes, un cou gigantesque et une queue pointue. Tous les habitants de la petite ville s'étaient, sans tarder, enfermés chez eux. Mais ils ne s'y sentaient guère en sécurité. Personne n'osait évidemment plus s'approcher du lac. Ce dragon était si grand, plus grand que l'église et plus grand même que le palais du roi. S'il décidait de pénétrer dans la cité, rien ne pourrait l'arrêter. Hélas, un soir, il quitta les eaux du lac et se glissa dans la vase jusqu'aux portes de la ville. Là, il se mit soudain à cracher du feu, réduisant en cendres les premières maisons. Puis, il s'avança lentement dans la rue principale. Le monstre semblait chercher quelque chose. Son œil perçant s'arrêtait à chaque fenêtre, ce qui faisait hurler les femmes et pleurer les enfants. Même les hommes ne pouvaient s'empêcher de le craindre. Mais le dragon poursuivait son chemin, cependant que son estomac vide grondait comme le tonnerre. « Il a l'air d'avoir faim », pensaient les gens terrifiés. « Il va tous nous dévorer !» Mais la bête continuait à errer par les rues et par les places. On aurait dit qu'elle cherchait quelque chose de précis, flairant chacune des habitations. Brusquement, et comme par dépit, le monstre lança un torrent de flammes qui incendièrent tout un quartier de la ville. Ensuite, il s'en retourna vers le lac. « Il faut que nous trouvions ce qu'il cherche, » déclara le roi, « et que nous lui donnions ce qu'il désire, quoi que ce soit. » Et il envoya quérir l'homme le plus vieux et le plus sage du royaume. Lui seul pourrait deviner ce que voulait le dragon. « Ce dragon cherche une jeune fille, » déclara l'homme. « Il cherche la plus pure et la plus belle de toutes les jeunes filles de notre ville. C'est celle-là qu'il a choisi de dévorer. » Le roi devint tout pâle, car il savait à présent qui le dragon avait choisi. La plus belle et la plus pure de toutes les jeunes filles était sa fille, la princesse Sabra. « Jamais !» cria-t-il. « Non, jamais je ne donnerai ma fille à un dragon !» Mais, à la tombée de la nuit, le grand monstre revint. Tout comme la veille, il erra de par la ville, puis, furieux de ne pas trouver ce qu'il cherchait, il mit le feu à un nouveau quartier. Dès qu'il se fut éloigné, la foule, très en colère, se rassembla devant le palais et se mit à crier. « Le dragon va détruire toute la ville si nous ne faisons rien! Il faut lui donner ce qu'il veut !» Le roi était désespéré à l'idée de livrer sa propre fille à un tel monstre. Mais il ne pouvait laisser brûler toute la cité, et il fut obligé de céder. Alors, on conduisit en cortège la jeune princesse hors des murs d'enceinte. On la ligota à un pieu de bois, puis on la laissa seule. Depuis son repère, le dragon sentit sa présence. Il arriva en volant et en courant, à la manière de tous les dragons,
et son ombre immense cacha le soleil, tandis que son souffle rougissait déjà la pointe des cheveux de la princesse. Mais, soudain, un cavalier approcha à toute allure sur son grand cheval. C'était Georges, le plus vaillant des chevaliers du royaume. Il revenait d'un lointain voyage et avait appris les malheurs de la ville. Témérairement, il fit face au dragon. « Arrière, démon !» le brava-t-il. « Je suis Georges, le chevalier, et si tu veux t'emparer de notre princesse, tu devras d'abord te battre avec moi. » Aussitôt, le dragon cracha un jet de flamme en direction de l'insolent, mais il ne fit que lécher la selle de son cheval. Alors Georges, se dressant sur ses étriers, lance brandie, s'élança au galop vers le monstre. Le dragon saisit la lance dans son énorme gueule et la renvoya au loin. Puis, il fit tomber le chevalier du haut de sa monture. Georges n'avait plus de lance, mais il possédait encore sa hache. Il la souleva à 2 mains et frappa de toutes ses forces la poitrine du dragon. Hélas, la peau de ce dernier était si coriace que la hache se brisa. Le dragon se mit alors à fouetter le chevalier de tout le poids de son énorme queue. Heureusement, Georges avait encore son épée. Il la leva aussi haut qu'il put. Il s'élança vers le monstre et il enfonça l'arme entre 2 écailles dans le cœur de son adversaire. Celui-ci se mit à trembler, puis fit quelques pas et s'écroula en grondant. Alors, le preux chevalier s'approcha courageusement et d'un coup, il lui trancha la tête. Cette fois, le dragon était bien mort. Aussitôt, les habitants de la ville sortirent en courant et acclamèrent le vainqueur. Le roi arriva à leur suite et le félicita chaleureusement. « Choisis ta récompense, vaillant chevalier, lui dit-il. Quel que soit ton désir, je l'exaucerai. »« Sire, répondit Georges, je vous demande la main de votre fille. Je n'ai pas d'autre désir. » Peu de temps après, on célébra les noces dans l'allégresse générale. Mais personne n'oublia jamais le combat de Georges et du terrible dragon.